Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème intemporel, celui de la tranquillité de l'âme et du bien-être, souvent perçu comme dépendant des événements extérieurs. Pourtant, des penseurs illustres nous ont montré que la clé du calme intérieur réside dans nos jugements et nos choix. Ce discours n'a rien de nouveau, mais l'esprit humain, pris dans les tourments du quotidien, a besoin de revenir à l'essentiel. Pourquoi est-il si difficile d'appliquer ces principes? Peut-être parce que la vie nous pousse sans cesse à l'extérieur de nous-mêmes, et qu'il faut un effort de conscience pour recentrer notre regard sur ce qui dépend réellement de nous. Au cœur de cette réflexion se trouve une idée essentielle, la distinction entre les événements et ce que nous en faisons. Un même incident peut provoquer de la colère, de la tristesse ou de l'indifférence, selon l'angle de vue adopté. Ce qui nous oppresse souvent n'est pas l'événement lui-même, mais la façon dont nous l'interprétons. Pourtant, il est fréquent de constater que nous laissons encore les opinions ou les actions d'autrui perturber notre paix intérieure. Cette répétition des idées n'est pas futile. Elle nous aide à transformer un savoir intellectuel en une pratique réelle. Même dans des contextes extrêmes, comme la maladie ou la guerre, où l'impact du monde extérieur est indéniable, il reste possible de choisir notre réponse. Ce choix, bien qu'il n'efface ni la peur ni la souffrance, rappelle que nous avons un sanctuaire intérieur inviolable. Vous avez sans doute rencontré des personnes capables de garder leur calme dans l'adversité, dotées d'une faculté de relativiser et de transformer les défis en opportunités. Leur détachement n'est pas de l'inconscience, mais une forme d'attention qui permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans les dramatiser inutilement. Bien sûr, cultiver ce calme demande du temps, de la persévérance et un entraînement constant à questionner nos jugements. Les émotions naissent de nos perceptions, non de la réalité brute. Si quelqu'un vous coupe la parole, votre réaction dépendra de l'interprétation que vous donnerez à ce geste. En prenant un moment pour interroger vos ressentis, vous pourriez transformer une impulsion en une réponse réfléchie. Cela ne signifie pas tout accepter passivement, mais agir avec clarté et discernement. Le chemin vers la paix intérieure est un exercice d'humilité, de patience et d'autocompassion. En apprenant à reconnaître la part de projection que nous plaçons dans les événements, nous pouvons progressivement reprendre la maîtrise de notre esprit et naviguer plus sereinement à travers les aléas de la vie. On en vient alors au délicat sujet de l'affirmation de soi et de la protection de son énergie. Vous savez déjà qu'il est essentiel de ne pas dissiper votre force dans 1000 directions qui ne servent pas vos valeurs ou votre bien-être. Dire non, là où tout en vous crie que vous ne voulez pas, c'est parfois la condition sine qua non pour préserver une paix intérieure qui reste fragile. Il est fréquent que nous nous laissions entraîner dans des projets, des relations, des dialogues sans fin, simplement parce que nous n'osons pas dire non, ou parce que nous voulons plaire, satisfaire, éviter le conflit. Pourtant, à force de multiplier les « oui » contraires à nos aspirations profondes, nous nous transformons en êtres frustrés, épuisés, incapables d'honorer réellement nos engagements. Cela ne veut pas dire qu'il faille se refermer sur soi-même ou refuser toute aide à autrui. Ce que l'on apprend, au fil du temps, c'est à discerner ce qui est réellement important, ce qui mérite qu'on y mette de l'énergie, et ce qui, au contraire, nous détourne de notre cohérence. C'est un point crucial, et vous l'avez certainement expérimenté plus d'une fois. Lorsque vous acceptez quelque chose à contre-cœur, il se produit souvent un mécanisme intérieur qui vous enfonce dans l'amertume. C'est comme si le stoïcisme dont on vous a tant parlé vous rappelait sans cesse cette phrase « On ne peut être libre et en paix si l'on se laisse piéger dans des engagements qui contredisent notre boussole interne. » Dire non n'a rien de violent ou d'égoïste, c'est même parfois le plus grand cadeau à se faire, pour préserver sa vitalité, son authenticité et, paradoxalement, pour mieux servir les causes auxquelles on tient vraiment. À mesure que vous cultivez cette faculté de dire non, vous percevez peut-être un phénomène parallèle. La qualité de votre estime de vous-même se transforme, parce qu'au lieu de vous éparpiller dans des obligations qui vous déracinent de ce que vous êtes, vous commencez à sentir que vos choix vous ressemblent davantage. Vous avez déjà croisé cette idée selon laquelle la confiance en soi ne naît pas tant de l'approbation des autres que de la conscience intime d'agir en accord avec ses valeurs. Peu importe alors que votre entourage vous juge sévèrement ou que certains vous reprochent votre inflexibilité. Vous savez, au fond de vous, pourquoi vous dites oui à telle démarche et non à telle autre, et cela vous remplit d'une satisfaction tranquille. Bien sûr, il n'est jamais agréable d'être critiqué ou rejeté,
Mais si la cohérence de vos décisions repose sur une compréhension claire de ce qui est bon pour vous et pour le monde autour de vous, ces critiques vous touchent moins, car elles ne sapent pas votre sentiment de légitimité. L'estime de soi, souvent mise à mal par les quêtes de validation extérieure, reprend alors ses droits en tant qu'estime pour la justesse de vos propres actes. Vous n'êtes pas parfait, vous commettez des erreurs, mais lorsque vous agissez, vous savez à peu près pourquoi et comment vous le faites. Et vous vous pardonnez plus aisément lorsque vous vous trompez, puisque l'intention était sincère. Dans ce cheminement, il arrive qu'on réalise la nécessité de s'éloigner de certaines personnes ou de transformer profondément une relation. Vous connaissez déjà le concept de relation toxique, ce lien dans lequel on se sent prisonnier d'un jeu de manipulation, d'une jalousie malsaine, d'un chantage émotionnel ou d'un dénigrement permanent. Il est parfois douloureux de prendre conscience de la nocivité de ce lien, surtout quand la personne en face est un proche, un ami de longue date, voire un membre de la famille. Pourtant, la cohérence que vous cherchez vous oblige à envisager la rupture ou la mise à distance. Ce n'est pas un acte de cruauté, c'est une décision lucide pour vous protéger, afin de continuer à grandir et à rayonner votre meilleure part. Vous vous souvenez peut-être d'avoir déjà lu qu'on ne peut pas offrir la lumière si l'on est soi-même enfermé dans l'ombre et qu'il faut d'abord prendre soin de soi pour espérer prendre soin des autres. Rompre un lien toxique n'est ni un rejet complet ni une condamnation de l'autre. C'est un choix de survie et d'équilibre personnel. On peut continuer de souhaiter le bien de cette personne, mais sans se condamner à subir éternellement ses comportements nuisibles. C'est d'ailleurs une forme de courage, parce que l'être humain est un animal social qui redoute la solitude et la désapprobation. Or, assumer une rupture, c'est accepter de passer pour égoïste ou ingrat aux yeux de certains. Alors qu'en réalité, on ne fait qu'honorer le lien le plus essentiel, celui qu'on entretient avec soi-même. À ce stade, on pourrait vous accuser de cultiver une posture trop idéaliste où l'on se rêve déjà en sage intouchable, serein, fermement ancré dans sa vertu, tandis que la vie réelle, concrète, nous impose un millefeuille de responsabilités et de compromis. Mais vous savez aussi, parce que vous l'avez expérimenté, que l'existence est un art de la nuance et que les compromis raisonnables n'empêchent pas la fidélité à ses valeurs. La clé est de savoir distinguer la souplesse constructive, qui nous permet de nous ajuster aux circonstances, de la compromission douloureuse, qui nous écorche l'âme et nous fait perdre notre axe. Il n'est pas interdit de céder sur un détail, de s'adapter à une nouvelle contrainte, de renoncer à un confort pour servir un plus grand dessein. En revanche, quand on sent que le compromis exige de renier ce qui fait notre intégrité la plus profonde, il n'est plus un compromis, mais une trahison silencieuse de soi. C'est dans ce regard attentif à soi-même, ce discernement permanent, que réside la pratique de la liberté intérieure. Peut-être vous rappelez-vous d'avoir plusieurs fois accepté des situations qui vous heurtaient, juste pour éviter un conflit, pour ménager l'ego d'une personne ou pour préserver une façade de tranquillité. Comment vous êtes-vous senti à ce moment-là? Probablement partagé entre un soulagement temporaire et une colère sourde contre vous-même. Comme si le prix de la paix avait été trop lourd à payer. Peu à peu, vous apprenez à reconnaître ces schémas, à anticiper ces regrets et à exprimer plus clairement vos besoins et vos refus lorsque la conscience vous dit que c'est nécessaire. Le bien-être au quotidien n'est pas un enchantement constant, mais une solide trame que l'on tisse patiemment en apprenant à accueillir ses émotions, à trier ses engagements et à aligner ses actes sur ses convictions. On vous a peut-être déjà rappelé qu'accepter ses imperfections et celles du monde était une condition essentielle au progrès. C'est également un des points centraux de cette sagesse millénaire. Nous aimerions souvent que tout soit clair, net, abouti. Nous cherchons la perfection dans notre comportement, dans notre apparence, dans nos relations. Puis nous nous heurtons à la réalité du changement et de l'incertitude. Comme vous le savez, la pensée d'un certain philosophe de l'Antiquité nous répétait que rien n'est stable, que tout s'écoule, et qu'il est vain de vouloir figer le réel dans des formes définitives. Si nous acceptons l'idée qu'il ne peut y avoir de situation parfaite, mais seulement des équilibres momentanés, nous nous offrons l'occasion de savourer chaque instant sans le pourrir par la nostalgie ou l'anticipation trop angoissée de sa disparition. Il y a là un lâcher-prise qui ne ressemble pas à du fatalisme, mais à une ouverture du cœur. Puisque tout va passer, je choisis d'être pleinement présent à ce qui est, sans exiger de l'univers qu'il s'immobilise pour satisfaire mon désir de constance.
N'est-il pas merveilleux, au fond, de constater que cette philosophie d'un autre temps, issue d'un contexte culturel éloigné, demeure si poignante de pertinence dans notre époque saturée d'informations, d'écrans et de productivité? Vous avez peut-être déjà la réponse. L'être humain, malgré les évolutions technologiques, reste confronté aux mêmes questionnements existentiels, aux mêmes doutes, aux mêmes aspirations à la paix et à la joie. Chaque génération découvre à sa façon la vérité qu'on ne maîtrise pas tout et qu'il est vain de s'obséder pour ce qui nous échappe. Chaque génération aussi doit apprendre par elle-même que la satisfaction la plus durable ne vient pas de l'accumulation de biens ou de titres, mais bien de la cohérence intérieure, de l'harmonie entre la pensée et l'acte. Et c'est pourquoi il est important que nous continuions à nous transmettre ces leçons, même si elles semblent rabâchées. Chaque fois, le contexte diffère. L'individu qui les entend n'est plus le même, et il se peut qu'enfin la graine germe dans une conscience qui en avait besoin au moment précis où elle l'accueille. Certains d'entre vous ont sans doute déjà réalisé, par l'expérience concrète, combien il est libérateur de ne plus courir après l'approbation générale, ou de ne plus dépendre du jugement d'autrui pour s'autoriser à exister. Peut-être avez-vous constaté que lorsque vous ne cherchez pas à plaire à tout prix, vous découvrez qui est réellement disposé à vous apprécier dans votre authenticité, et qui, au contraire, n'était là que pour une façade. Peut-être avez-vous mesuré que la peur d'être seul, qui nous contraint souvent à accepter des compromis toxiques, se dissipe lorsque nous prenons conscience que la solitude n'est pas une condamnation, mais parfois un moment nécessaire pour s'aligner et se redéfinir. Voilà un aperçu de ce que peut signifier la liberté intérieure, ce sentiment qu'on n'est plus un objet ballotté par les humeurs et les exigences de l'entourage, mais qu'on redevient un sujet capable de poser des actes délibérés. Cette transformation ne se fait pas en un claquement de doigts. Elle nécessite un entraînement subtil, jour après jour, à identifier nos propres autosabotages, nos fausses croyances, nos inclinations à chercher la validation à l'extérieur. C'est un processus exigeant, parce qu'il met en lumière nos contradictions, nos insécurités, nos habitudes de dépendance. Mais c'est aussi un chemin exaltant, parce qu'à chaque étape, on goûte un peu plus la saveur de l'autonomie. Une erreur fréquente, vous le savez déjà, serait de croire que cette quête d'autonomie et de sérénité conduit à une forme d'indifférence au reste du monde. Il n'est nullement question de nier la solidarité, l'empathie ou le devoir d'engagement dans des causes qui nous tiennent à cœur. Au contraire, la force intérieure que l'on cultive peut nous rendre plus disponibles et plus efficaces pour aider autrui, précisément parce que nous ne sommes plus continuellement happés par nos drames intérieurs. Celui qui a trouvé une certaine paix en lui-même est souvent mieux à même d'écouter et de soutenir ceux qui l'entourent. Plutôt que d'être absorbé dans ses angoisses personnelles, il peut prêter une oreille attentive aux autres, proposer une présence apaisante. Cette forme d'altruisme véritable est bien différente de l'agitation fébrile de celui qui veut tout faire et s'épuise en cherchant la reconnaissance de ses bonnes actions. Ici, agir pour le bien n'est plus dicté par la culpabilité ou par le besoin de prouver sa valeur, mais par un élan sincère, ancré dans la compréhension que nous sommes tous reliés. Libéré de la quête de validation, l'individu peut enfin répondre aux besoins qui s'expriment devant lui, sans se perdre dans des attentes irréalistes. C'est un point crucial dans la construction du bien-être. Réaliser que le sens de notre vie ne réside pas nécessairement dans l'accomplissement de grandes destinées visibles, mais dans la cohérence des petits actes quotidiens, dans la cohésion entre la pensée et l'action, et dans la capacité à porter un regard bienveillant autant sur soi que sur les autres. Les réussites spectaculaires attirent l'attention, font la une des journaux, nourrissent l'admiration provisoire. Mais un grand nombre de nos satisfactions les plus authentiques surviennent dans les gestes modestes que nous posons chaque jour, gestes dont personne ne parle, mais qui nous procurent la joie discrète de l'intégrité. Vous avez peut-être déjà senti cette satisfaction paisible après avoir écouté un ami en détresse, résolu un conflit familial ou simplement honoré une promesse que vous vous étiez faite. Peut-être avez-vous éprouvé ce calme intérieur qui s'installe quand on ferme la porte sur une journée, en sachant qu'on a fait de son mieux et qu'on a agi conformément à ses valeurs. Il ne s'agit pas de complaisance ni d'orgueil, simplement de la conscience tranquille d'avoir avancé d'un pas sur la route qu'on a librement choisie. Si l'on en revient à l'importance de ce regard intérieur, on se souvient aussi qu'il nécessite parfois des moments de retrait, de solitude, voire de méditation. Dans nos sociétés modernes, nous sommes constamment sollicités, branchés sur un réseau où l'information ne dort jamais.
Il est donc plus difficile d'entendre la voix de la conscience quand on est plongé en permanence dans le vacarme des actualités, des notifications, des conversations multiples. Voilà pourquoi des penseurs antiques, que vous connaissez déjà, conseillaient de se ménager régulièrement des instants de recul, des pauses où l'on coupe le flux du monde extérieur pour se reconnecter à soi. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il faut parfois éteindre le téléphone, se déconnecter des réseaux sociaux, cesser de lire les commentaires d'inconnus et se recentrer sur l'essentiel. Ce n'est pas toujours simple, car on a l'impression de louper quelque chose ou de se couper de la vraie vie. Mais peut-être découvrirez-vous que la vraie vie se trouve davantage dans la qualité de la présence à ceux que vous faites et à ceux que vous aimez, plutôt que dans la connaissance exhaustive de tous ceux qui se passent à l'autre bout de la planète. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être ignorant des problèmes du monde, mais simplement qu'il est vain de les absorber jusqu'à se noyer dans l'impuissance. Encore une fois, nous voilà ramenés à la frontière entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. S'informer pour agir, c'est nécessaire. S'informer pour se ronger les sangs sans pouvoir intervenir, c'est se faire du mal inutilement et gâcher l'énergie qu'on pourrait consacrer à ceux qui relèvent vraiment de nous. Parmi les leçons intemporelles qui nourrissent le mieux-être au quotidien, il y a donc ce rapport apaisé à la réalité, qu'elle soit proche ou lointaine. Évitez de vouloir figer le monde, accepter le mouvement, laisser à chacun la liberté d'être, ce qu'il est sans perdre de vue notre propre responsabilité. Voilà des lignes de force qu'on retrouve dans toutes les sagesses du passé et que vous avez déjà assimilées. On les invoque pourtant rarement quand on est pris dans le tourbillon des émotions. C'est la raison pour laquelle il est utile, voire vital, de nourrir sa vie intérieure par une pratique régulière de la réflexion, qu'il s'agisse de la lecture, de l'écriture, de la conversation philosophique ou de la contemplation silencieuse. Parfois, on croit déjà tout savoir en théorie, mais la mise en pratique nous échappe. On ressent un décalage entre le discours et l'acte. C'est là qu'une forme de discipline entre en jeu, comme un entraînement quotidien de l'âme, un entretien permanent du lien à soi. Si vous oubliez ce moment de recul, vous risquez de retomber dans les vieux automatismes dictés par la peur, la colère, l'orgueil ou le désir de validation. C'est un peu comme un musicien qui cesserait de s'exercer. Sa technique se rouille et son talent décroît. De même, la maîtrise de soi n'est pas un état acquis une fois pour toutes, mais un apprentissage progressif, toujours perfectible, toujours sur le fil, soumis à l'influence de nos humeurs et des circonstances. Vous remarquerez peut-être que, loin de prôner un détachement cynique, ces principes invitent plutôt à un engagement éclairé, à une présence active au monde, débarrassée de la confusion entre ceux qu'on peut changer et ceux qu'on doit accepter. On a souvent cru voir dans l'ancienne sagesse une sorte de refuge pour pessimistes ou contemplatifs exilés du réel. C'est un malentendu. Le fait de nous recentrer sur nos décisions et sur la façon dont nous vivons chaque situation vise à nous rendre plus efficaces et plus justes dans nos actions, non à nous transformer en spectateurs passifs. Si vous vous empressez de refuser toute responsabilité au motif que rien ne dépend de vous, vous tombez dans la caricature. Vous savez déjà qu'il y a bel et bien des domaines où vous avez une réelle marge d'initiative, votre manière de vous exprimer, votre façon de réagir quand on vous provoque, votre aptitude à cultiver telle ou telle compétence, votre participation à la vie sociale locale ou mondiale, vos contributions bénévoles, vos choix de consommation, vos gestes de solidarité. La liste est longue, et vous l'avez probablement expérimenté. Lorsque vous agissez dans cette sphère qui dépend de vous, vous développez un sentiment de maîtrise saine. Vous ne changez pas le cours des astres ni la rotation de la Terre, mais vous modifiez à votre échelle l'atmosphère de votre foyer, de votre quartier, ou même votre propre équilibre intérieur, ce qui est déjà immense en soi. Le bien-être quotidien naît en grande partie de cette joie de pouvoir infléchir modestement la réalité autour de soi, à partir d'une conscience claire de ses capacités et de ses limites. Ce texte vous semble peut-être long. Pourtant, il n'épuise pas la richesse des nuances et des situations concrètes qui façonnent la vie de chacun. On pourrait encore évoquer le rapport au temps, la gestion du regret, la tolérance envers soi-même, la manière de réagir aux injustices qu'on subit ou qu'on voit autour de soi. Vous avez déjà des éléments de réponse, parce que l'expérience et la réflexion vous ont enseigné l'importance de l'action juste et de la modération dans l'émotion. Mais laissez-moi tout de même vous rappeler, avant de conclure, que l'essentiel demeure de faire vivre ces principes dans vos habitudes.
dans votre langage, dans votre respiration même. La meilleure théorie du monde ne vous sera d'aucun secours si, une fois confronté à la réalité, vous oubliez tout et cédez à la panique ou à la colère incontrôlée. Encore une fois, ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Nous sommes tous susceptibles de chuter dans nos travers. La force de cette vision de la vie réside précisément dans sa tolérance envers l'erreur et l'imperfection, du moment qu'elles deviennent des occasions d'apprentissage plutôt que des causes de désespoir. On peut tomber 1000 fois, l'important est de se relever 1000 fois, un peu plus lucide que la fois précédente. Si vous avez le sentiment que ce qui a été dit résonne avec quelque chose en vous, je vous invite à continuer ce travail intérieur et à ne pas craindre de demander de l'aide ou du soutien, car l'être humain n'est pas une monade isolée. Parler à quelqu'un de confiance, partager ses interrogations ou son envie de progresser peut créer une émulation mutuelle qui renforce la pratique de la sérénité au quotidien. C'est d'ailleurs en partie le rôle que je souhaite donner à l'espace Patreon dont je vous parlais au début. On n'y trouve pas de recettes miracles, ni de formules magiques, mais un échange d'expériences, de ressources et d'idées qui, je l'espère, pourra nourrir la démarche de chacun. Il n'y a pas de fin à ce chemin, pas de diplôme final, pas de moment où l'on peut dire « ça y est, je suis arrivé au bout ». Je suis à jamais un être parfaitement tranquille et éclairé. C'est un entretien qui dure tout au long de l'existence, et c'est peut-être mieux ainsi, parce que cela signifie qu'il y a toujours de la place pour grandir, pour affiner notre vision, et pour incarner un peu plus la cohérence à laquelle nous aspirons. En définitive, si l'on voulait résumer en une phrase la perspective qui nous occupe, on pourrait dire « chercher la paix intérieure, c'est apprendre à diriger ce qui dépend de nous et à accepter ce qui n'en dépend pas, tout en gardant un regard bienveillant sur nos imperfections et sur celles du monde. » Vous avez déjà entendu cette phrase sous différentes formes, vous l'avez peut-être prononcée vous-même dans des discussions amicales. Mais l'important est de la vivre, que cette phrase ne se réduise pas à un slogan, mais qu'elle devienne un fil conducteur dans votre relation, à chaque événement, dans votre façon de parler à vous-même, dans votre manière de vous engager ou de vous retirer d'une situation. C'est ainsi que la philosophie ancienne, remise à la sauce moderne, cesse d'être une curiosité intellectuelle pour devenir un art de vivre qui adoucit les tensions et éclaire le sens de nos actes. Je vous remercie d'avoir accordé à ce texte toute l'attention qu'il mérite. N'hésitez pas à le revisiter ou à le partager avec ceux qui cherchent un peu de clarté dans les turbulences du quotidien. Ce dont je suis convaincu, c'est que chaque progrès, si infime soit-il, dans la direction de la liberté intérieure, peut changer radicalement la saveur de nos jours. Alors, pourquoi ne pas se donner cette chance? Vous l'avez déjà compris, tout part de ce simple constat. Ce qui vous trouble, ce n'est pas la réalité, mais ce que vous en pensez. Et si à chaque instant, vous pouvez infléchir ce que vous en pensez, n'est-ce pas la plus belle forme de pouvoir que l'on puisse imaginer? Prenez-en soin, cultivez-le, et faites-en le socle de votre sérénité active, au milieu du bruit et de l'agitation du monde. C'est là, dans ce léger écart entre l'événement et votre réponse, que naît l'espace de la liberté et du bien-être. Puissiez-vous l'habiter pleinement,